Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans une histoire assez incroyable où les fantômes de la guerre froide ressurgissent de manière brutale des décennies plus tard. Absolument. On va explorer le sacrifice de Mambala. L'idée, c'est de voir comment une tentative d'assassinat ratée par la CIA contre Patrice Lumumba en 1960, Contre Lumumba, oui. comment ça a des conséquences tragiques à Kinshasa, mais en 1998. C'est une sorte de bombardement historique, en fait. D'accord, alors, déballons ça. Retournons en 1960. Le Congo vient d'être indépendant, Lumumba est Premier ministre, et là, Washington s'inquiète. Il le voit comme pro-soviétique. C'est ça. En pleine guerre froide, c'est une menace perçue comme majeure. Et la réaction américaine, elle est radicale. D'après les sources, Eisenhower lui-même aurait donné un feu vert implicite pour l'éliminer. Carrément, et la CIA confie ça à qui ? À Sidney Gottlieb, le chef de MK-Ultra, vous savez, leur programme très secret sur le contrôle mental et les poisons, justement. Ah oui, ce personnage assez sinistre. Donc, Gottlieb prépare un poison mortel, on imagine. Oui, les sources parlent de toxines botuliques, peut-être un agent biologique. Conditionné en flacon. Le plan, c'était d'infecter son dentifrice ou sa nourriture, quelque chose comme ça. Mais ça ne se fait pas ? Non, le plan échoue. Le poison arrive bien à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, mais il n'est jamais utilisé sur le Lumumba. Il sera assassiné autrement, en janvier 61, par des forces congolaises belges, avec une complicité américaine probable. Et les flacons, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont cachés, dissimulés dans les archives de l'ambassade américaine à Léopoldville, et oubliés pendant des décennies. Enterrés. Jusqu'en 1998. On change de décor. Kinshasa, après Mobutu. Une période très trouble, avec une présence militaire rwandaise mal vécue. Exactement. Et c'est là qu'on rencontre Mbala, un jeune historien congolais, il a 27 ans. Il travaille où ? Justement, aux archives de l'ambassade américaine. Le hasard, ou le destin. Et ce Mbala, il a un profil particulier, non ? Oui, il est très influencé par des penseurs comme Fanon, Cheikh Anta Diop, Malcolm X. Il lit beaucoup sur l'histoire coloniale, l'anticolonialisme. Et il tombe sur un livre qui détaille le complot de la CIA contre Lumumba. Ah d'accord. Et pour lui, l'humiliation que vit le Congo à ce moment-là, avec cette présence étrangère, ça résonne terriblement avec ce passé d'ingérence. Ça fait monter une colère profonde en lui. Et là arrive ce moment presque cinématographique. L'ambassadeur américain, un certain Arthur Miller, lui demande de classer des archives sensibles. Et que trouve Mbala ? Dans un mour, une cache. Avec quoi à l'intérieur ? Les 3 fameux flacons de poison. Ceux destinés à Lumumba 38 ans plus tôt. C'est fou. Il trouve littéralement l'arme d'un crime qui n'a pas eu lieu. Exactement. Et cet artefact historique, ce poison, ça devient pour lui une arme potentielle, une réponse possible à l'oppression actuelle. C'est comme si l'histoire lui soufflait une idée. Et il décide de s'en servir. Son plan, c'est quoi ? Il décide de viser l'ambassadeur rwandais Jean-Paul Nazabimana. Pour Mbala, il incarne cette nouvelle domination étrangère. C'est un symbole très fort. Le symbole de l'oppression du moment, en quelque sorte. Voilà. Et il choisit une date, elle aussi symbolique. Le 30 juin 1998, le jour de l'indépendance du Congo. Il y a une réception à l'ambassade américaine. Mbala est là. Et discrètement, il verse le contenu d'une fiole dans le verre de whisky de Nsabimana. Geste discret, mais pas invisible. Non. Un sergent de la sécurité de l'ambassade, Jacques Gazana, le voit faire. Il trouve son comportement suspect. Il intervient juste avant que Nsabimana ne boive. Et là, ça tourne mal. Très mal. Oui, la suite est glaçante. Nsabimana comprend ce qui se passe, ou croit comprendre. Il est furieux, humilié devant tout le monde. Il confronte Mbala. Et là, dans un acte d'une cruauté absolue, il le force, Mbala, à boire le contenu du verre, son propre verre empoisonné. Devant tous les invités horrifiés. Mbala boit. Il est forcé. Il boit. Et il meurt. Très vite. Violemment. Probablement cette neurotoxine foudroyante préparée par Gottlieb des décennies plus tôt. Scène inimaginable. Terrible. Et j'imagine que l'affaire est étouffée. Immédiatement. Version officielle. Mbala était un employé déséquilibré. Il aurait tenté de s'empoisonner lui-même. Le rôle de Nsabimana, totalement passé sous silence. Gassana, le témoin clé, est contraint au silence, au moins partiel. On cache à nouveau ce passé toxique.
Mais comme souvent, il y a une autre version qui circule. Oui, grâce notamment à une journaliste indépendante, Nyota. Elle connaissait Mbala, elle ne croit pas la version officielle. Elle enquête, elle fait le lien, le livre sur Lumumba, le poison historique, les motivations de Mbala. Elle reconstitue le puzzle. Exactement. Et elle diffuse une contre-narration. Mbala n'était pas fou, son geste était politique, une sorte de vengeance historique, un sacrifice délibéré. Et cette version prend. Énormément. Dans la population, Mbala devient un martyr, un symbole de la résistance congolaise contre l'ingérence étrangère. Son histoire devient un mythe populaire, un catalyseur de colère. Au point d'avoir des conséquences politiques réelles? Oui, absolument. Son histoire alimente les tensions déjà très fortes contre la présence étrangère, surtout rwandaise. Certains disent que ça a contribué à l'explosion de la Deuxième Guerre du Congo, qui commence en août 1998. Peu après, le nom de Mbala devient même un cri de ralliement pour certains combattants. C'est donc un exemple frappant de la façon dont un secret, un objet du passé, ce poison, peut ressurgir et provoquer une tragédie des décennies plus tard. Une vengeance personnelle qui se transforme en symbole politique majeur. Oui, il y a plusieurs choses à retenir, je crois. D'abord, la puissance incroyable des symboles et des récits historiques, surtout quand ils croisent une situation politique tendue. C'est explosif. Ensuite, ce contraste énorme entre la vérité officielle, celle qu'on essaie d'imposer pour calmer le jeu, et la mémoire populaire qui, elle, construit ses propres héros, ses propres martyrs. Et puis peut-être aussi comment un acte individuel, même s'il paraît désespéré au départ, peut finalement cristalliser une colère collective et avoir un impact, influencer le cours des choses. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, je pense, qui dépasse cette histoire en particulier. Combien d'autres poisons historiques, des objets, des secrets, des traumatismes pas réglés, dorment peut-être encore dans nos sociétés, prêtes à refaire surface et à façonner nos réactions, nos conflits, bien après les faits? Une question à méditer, en effet. Merci pour ce deep dive, fascinant, bien que tragique. Merci à vous.